Salut, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis vaché. Du moins, c'est ce que je fais quand il y a du travail dans l'arrière-pays de Minas Gerais. Je n'aurais jamais imaginé que le son d'une vieille cloche silencieuse me donnerait une raison de rester. Mais laissez-moi commencer par le début, par la route poussiéreuse et la promesse d'un emploi qui n'était pas tout à fait ce qu'on m'avait dit. La chaleur de l'après-midi collait ma chemise à ma peau pendant que je roulais. J'avais passé les dernières semaines à accepter n'importe quel petit boulot, à dormir dans une chambre qui sentait le renfermer. La ferme de ma famille, c'était juste un souvenir lointain, une douleur sourde derrière les côtes quand je voyais un champ de café bien entretenu. Alors, quand un type au bar m'a parlé d'une ferme qui avait un besoin urgent d'aide, la Fazenda Point Sereno, j'ai mis le peu d'argent qu'il me restait dans le réservoir de ma moto et j'ai pris la route. En arrivant, j'ai coupé le moteur. Le silence était différent ici. Pas vide, mais plein de petits bruits. Le vent dans les manguiers, le cri lointain d'un oiseau, le craquement d'une branche. À l'entrée, une vieille cloche de bétail en laiton pendait à un poteau. Elle était immobile, ternie par les intempéries. J'ai poussé le portail en bois qui a gémi sur ses gonds, et je suis entré sur le chemin de terre qui menait à la maison principale. La peinture de la façade s'écaillait. C'est là que je l'ai vue. Pas sur le porche, mais au milieu d'un champ, se battant avec un rouleau de fil de fer barbelé. Elle avait le dos courbé, et je pouvais voir la tension dans ses épaules même à cette distance. Elle portait un vieux chapeau de paille effiloché. Elle a tenté de soulever le rouleau, a perdu l'équilibre et a failli tomber. Elle a lâché le fil avec un geste de rage contenu, et a donné un coup de pied dans un poteau de clôture. J'ai avancé lentement, le bruit de mes bottes sur la terre sèche semblant anormalement fort. Elle s'est retournée brusquement, surprise. Son visage était couvert de sueur et de poussière. Elle a plissé les yeux pour me voir, une main protégeant son regard du soleil. Je me suis arrêté à quelques mètres, les mains ballantes. Elle avait un hâle de fermière, la peau plus claire, juste au-dessus du col de sa chemise. C'était la première chose que j'ai remarquée. « Je peux vous aider ?» Sa voix était rauque, fatiguée. Elle n'a pas bougé, évaluant la situation. Je me suis raclé la gorge. « Je cherche Elena. On m'a dit qu'elle avait besoin d'un ouvrier agricole. » Elle a eu un petit rire sans joie, un son sec. Elle a enlevé son gant de travail et a essuyé son front, laissant une nouvelle trace de terre. « C'est moi. Et qui vous a dit ça ?» Son regard était direct, sans aucune chaleur. J'ai mentionné le nom du type du bar. Elle a hoché la tête lentement, ses yeux allant de mon visage à mes mains, puis à mes bottes usées. « Il a oublié de vous dire que je n'ai pas de quoi payer, n'est-ce pas ?» Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Le geste était défensif, mais ses mains calleuses, pleines de petites coupures, racontaient une autre histoire. Une histoire de travail acharné et de solitude. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la section de clôture effondrée qui s'étendait sur au moins 50 mètres. J'ai vu la grange dont le toit avait besoin de réparation, les mauvaises herbes qui commençaient à envahir le potager. J'ai regardé les collines au loin, le soleil qui commençait à descendre. J'ai repensé à la ferme de mon père, à l'odeur de la terre juste avant la pluie. J'ai fait un pas en avant et j'ai ramassé la pince qui était tombée à ses pieds. Je lui ai tendu l'outil. Elle a hésité une seconde avant de le prendre. Nos doigts ne se sont pas touchés. Le fil est emmêlé, a-t-elle dit, comme pour se justifier. J'ai hoché la tête. Ça arrive, il faut le dérouler doucement, sinon il se coince. Je me suis accroupi et j'ai commencé à chercher le début du fil dans le chaos du rouleau. J'ai senti son regard sur moi, mais je ne l'ai pas regardé. Elle est restée silencieuse pendant que je travaillais sur le nœud de fil de fer. Le soleil tapait fort. Après quelques minutes, j'ai réussi à libérer une extrémité. Je me suis relevé, la poussière sur mes genoux. Voilà, je lui ai montré. Elle a regardé le fil, puis mon visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une fissure dans le mur de fatigue et de fierté. Elle a juste hoché la tête, un mouvement presque imperceptible. Il y a une dépendance derrière la grange. La porte n'est pas fermée à clé. Il y a un lit. Elle a dit ça en regardant l'horizon, pas moi. Sa voix était plus basse, presque un murmure. Le travail commence au lever du soleil, si vous êtes encore là. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a repris la pince et s'est tournée vers la clôture, comme si j'avais déjà disparu. Je suis resté là un moment, à la regarder travailler seule, alors que le ciel commençait à virer à l'orange. Je pouvais sentir l'odeur de la terre sèche et de l'herbe coupée. Je savais que je devrais repartir, trouver un vrai travail, un salaire. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Mon nom est Léo, son nom était Elena. Et j'allais passer la nuit dans la dépendance de la Fazenda Point Sereno. Le premier matin, le chant d'un coq m'a tiré du sommeil bien avant l'aube. La lumière grise filtrait à travers les fentes des planches de la dépendance. L'air sentait la terre humide et le foin. Je me suis assis sur le bord du lit, grinçant. J'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai enfilé mes bottes.
Dehors, la brume matinale s'accrochait encore au pâturage. Le silence était celui du travail qui n'avait pas encore commencé. Un silence plein d'attente. J'ai ouvert la porte. Le bois a raclé le sol. Dehors, Helena était déjà debout. Je l'ai vue près de l'enclos, le dos droit, observant son petit troupeau de vaches laitières. Elle tenait une tasse fumante dans ses mains calleuses, mais ne buvait pas. Elle se contentait de regarder, son souffle formant un petit nuage dans l'air frais. Je suis resté un instant près de la porte, puis j'ai attrapé un seau vide près de la pompe à eau. Il était temps de commencer. Je ne savais pas par où, mais rester immobile n'était pas une option. Je me suis approché, le bruit de mes pas étouffé par l'herbe mouillée. Elle a tourné la tête, pas surprise, plutôt comme si elle s'attendait à ce que je sois là. Elle a hoché la tête vers la clôture que nous avions à peine commencé la veille. Les poteaux d'abord, ils sont derrière la grange. Sa voix était neutre, purement fonctionnelle. Elle a bu une gorgée de son café, puis a posé la tasse sur un poteau et a enfilé ses gants de travail. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la grange. Nous avons travaillé côte à côte pendant des heures. Le seul son était celui du marteau contre les poteaux en bois, le grincement du fil de fer que nous tendions. Nous ne parlions pas. Il n'y avait rien à dire. À un moment, nos mains se sont frôlées en attrapant la même pince. J'ai retiré la mienne aussitôt, le dos de mes doigts effleurant la peau rêche de sa paume. Elle n'a rien dit, a juste pris l'outil et a continué à travailler, le visage impassible. J'ai attrapé un autre marteau. À midi, elle est partie vers la maison sans un mot. 10 minutes plus tard, elle est revenue et a posé une assiette de riz, de haricots et un morceau de viande sur la marche du porche avec une bouteille d'eau. Puis elle est repartie. J'ai mangé seul, assis sur cette marche, le dos contre un pilier en bois dont la peinture s'écaillait. Je regardais les collines au loin. Le fauteuil à bascule à côté de moi grinçait doucement sous l'effet du vent, un son solitaire et répétitif. Les jours se sont transformés en semaines. Une routine silencieuse s'est installée entre nous. Je me levais, je travaillais, elle me laissait un repas sur le porche. Nous travaillions jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les collines. J'ai appris à anticiper ce qu'il fallait faire, je préparais les outils avant qu'elle ne les demande. J'ai remarqué qu'elle frottait toujours le manche usé d'une vieille houe avec son pouce quand elle était contrariée par quelque chose, un geste inconscient qui en disait long. Un soir, alors que nous rangions les outils, elle s'est arrêtée et a regardé le ciel à l'ouest. Les nuages étaient bas et sombres. Il va pleuvoir cette nuit, fort. Elle a dit ça en plissant les yeux, comme si elle lisait quelque chose d'écrit dans le vent. J'ai suivi son regard. Oui, l'air a changé. C'était la première conversation que nous avions qui ne concernait pas directement une tâche à accomplir. Elle a hoché la tête, puis a repris son chemin vers la maison. Quelques jours plus tard, je dégageais des ronces près du portail d'entrée. Ma main a heurté quelque chose de dur. C'était la vieille cloche de bétail en laiton, presque entièrement recouverte de végétation. Je l'ai dégagée et l'ai touchée. Elle n'a émis qu'un son sourd et mat, étouffé par les années de silence et d'oxydation. J'ai passé mon pouce sur le métal froid et terni, imaginant le son qu'elle avait dû avoir autrefois. Helena, qui portait un seau d'eau, s'est arrêtée net en me voyant. Son visage s'est fermé. « Laisse ça !» Sa voix était plus tranchante que d'habitude. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a détourné le regard et a continué son chemin vers l'abreuvoir, ses épaules un peu plus tendues qu'avant. J'ai lâché la cloche et je suis retourné à mon travail, le silence entre nous semblant soudain plus lourd, rempli de quelque chose que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, la pluie est arrivée, comme elle l'avait prédit. Un orage violent. Un veau nouveau-né était malade. Nous avons passé des heures dans la grange, à la lueur d'une seule lanterne. Je tenais l'animal tremblant pendant qu'elle lui administrait un remède, ses mains habituellement si dures, se faisant incroyablement douces. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, il n'y avait que le son de notre respiration et les faibles bêlements du veau. Le veau s'est enfin calmé. Épuisés, nous nous sommes assis sur des bottes de foin. La pluie martelait le toit en tôle de la grange. Helena regardait le veau endormi, une mèche de cheveux mouillés collée à sa tempe. « Mon mari était doué avec les animaux », a-t-elle dit doucement, sans me regarder. C'était la première fois qu'elle le mentionnait. Sa voix était juste un murmure, presque couvert par le bruit de la tempête. Je ne savais pas quoi répondre. Alors je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et j'ai commencé à jouer avec un brin de paille entre mes doigts, le roulant encore et encore. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était différent. J'ai dévissé le bouchon de ma gourde et je la lui ai tendue. Elle l'a prise, nos doigts se sont effleurés une seconde. Elle a bu une longue gorgée, puis me l'a rendue. Si cette histoire résonne en vous, si vous connaissez ce genre de silence qui en dit long, alors restez avec moi. Abonnez-vous. Laissez un pouce en l'air. Il y a encore beaucoup à raconter. Parce que le lendemain matin, quelque chose avait changé. Il y avait 2 tasses de café sur la marche du porche, pas une seule.
la sienne et une autre qui m'attendait. Elle était encore chaude quand je l'ai prise. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. La petite cicatrice presque invisible sur son menton, qui n'apparaissait que lorsqu'elle penchait la tête d'une certaine manière pour inspecter un sabot de cheval. La façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle faisait ses comptes le soir, assise à la table de la cuisine, la lumière de la lampe jetant de longues ombres. Je voyais ces détails en réparant une selle ou en nettoyant les stalles. Un après-midi, en déplaçant des sacs de grains dans la grange, mon pied a glissé sur une plaque humide. Le sac de 50 kilos a commencé à basculer. Avant que je ne puisse le rattraper, Elena a bougé, plus vite que je ne l'aurais cru possible. Elle a attrapé l'autre côté du sac, son épaule pressée contre la mienne. Nous étions là, face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre, retenant le poids ensemble, nos respirations courtes et rapides. Je me suis reculé le premier, en me raclant la gorge, et j'ai redressé le sac sur mon épaule. Elle a fait de même, sans un mot, le visage un peu rouge. Nous n'en avons jamais parlé. 2 mois s'étaient écoulés ainsi, un rythme de travail et de silence, ponctué de gestes infimes. La vieille cloche à l'entrée restait muette, mais après cet instant dans la grange, j'ai commencé à penser qu'elle ne le resterait peut-être pas pour toujours. Les mois d'hiver passèrent, laissant place à la chaleur humide du début de la saison des pluies. Le café du matin sur la marche du porche était devenu notre rituel silencieux. Elle sortait avec 2 tasses en émail ébréché, m'en tendait une sans un mot, et nous regardions la brume se lever des pâturages. Je passais le pouce sur la hanche chaude de ma tasse, sentant la routine s'installer dans mes os, comme une vieille douleur familière, mais réconfortante cette fois. Notre travail était une danse sans musique. Dans la grange, je lui passais un outil, avant même qu'elle ne le demande. Elle indiquait une clôture à réparer d'un simple mouvement de tête. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre dans un espace qui devenait de plus en plus petit, nos gestes synchronisés par des mois de labeur partagé. Je savais, au son de ses pas sur le sol, en terre battue, si la journée allait être difficile ou non. Les soirées sur le porche devinrent aussi une habitude. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs violentes. Un soir, alors que je réparais une lanière de cuir, elle traça du doigt le grain du bois de la balustrade. « C'est ici que Marc aimait s'asseoir », dit-elle doucement, sa voix se mêlant au chant des grillons. Oh, il disait que c'est d'ici qu'on pouvait vraiment sentir le pouls de la ferme. Je n'ai pas levé les yeux de mon travail. J'ai continué à passer le fil ciré dans le cuir, mes mains effectuant un mouvement régulier et répétitif. Je me suis contenté de hocher la tête, un son bref au fond de ma gorge pour lui montrer que j'écoutais. Les copeaux de cuir tombaient entre les planches du plancher, disparaissant dans l'obscurité en dessous. Le silence qui suivit était rempli de son souvenir, pas de gêne. Un jour, le facteur a laissé une lettre dans la boîte. Une enveloppe avec une fenêtre en plastique. Je la vis la prendre, ses doigts s'arrêtant 1 seconde sur le papier. Je resserrai un boulon sur le vieux tracteur, faisant semblant de ne pas regarder. Elle n'a pas ouvert la lettre. Elle l'a glissée dans la poche arrière de son jean, son visage aussi impassible qu'un masque de pierre, et est rentrée dans la maison. Je suis retourné à mon boulon, le tournant encore et encore, bien après qu'il soit serré. Plus tard dans la journée, je l'ai vu près du potager, arrachant les mauvaises herbes avec une férocité contenue. Sa main passait et repassait sur le manche usé de la vieille houe de son mari, un geste que je connaissais bien maintenant. Elle se battait contre la terre, mais je savais que sa guerre était ailleurs. Quelques jours plus tard, nous réparions une mangeoire dans l'étable. L'air était lourd, sentant le foin et la sueur. Elle tenait une planche en place pendant que j'enfonçais un clou. Mes doigts ont effleuré les siens en attrapant le marteau. Sa peau était rêche, chaude. C'était un contact bref, accidentel, mais il a laissé une trace sur ma peau. J'ai senti le rythme de ma respiration changer. Je me suis reculé, me raclant la gorge, et j'ai enfoncé le clou avec 2 coups précis et violents. Elle n'a rien dit, mais quand j'ai repris la planche suivante, son regard est resté sur mes mains 1 seconde de trop. J'ai attrapé la planche et j'ai continué à travailler, le bruit du marteau remplissant l'espace entre nous, chaque coup semblant plus fort que le précédent. Ce soir-là, sur le porche, elle a finalement parlé. Elle regardait les collines lointaines, une silhouette sombre contre le ciel violet. Marc pensait qu'on pouvait renégocier le prêt. Il était toujours optimiste. Trop, peut-être. Elle a ramassé un petit caillou sur la marche et l'a fait rouler entre son pouce et son index, encore et encore. Sa voix était plate, un simple constat. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas offert de faux espoirs ni de solutions faciles. Je suis juste resté là, accoudé au poteau du porche, à écouter. J'ai arraché un brin d'herbe et l'ai mâché lentement. Ma présence était la seule chose que je pouvais offrir. C'était une promesse silencieuse de ne pas bouger, de ne pas la laisser seule face aux ombres qui s'allongèrent. La semaine suivante, en désherbant près du portail d'entrée, mes doigts ont retrouvé la vieille cloche en laiton. Poussé par une impulsion,
J'ai pris un chiffon dans ma poche et j'ai commencé à frotter le métal terni. Une partie de l'éclat doré d'origine a commencé à réapparaître sous des années de crasse et d'oxydation. Le geste était simple, presque inconscient. Elena est arrivée derrière moi portant un seau. Elle s'est arrêtée. Je m'attendais à ce qu'elle me dise de laisser ça, comme la première fois. Mais elle est restée silencieuse. Puis, sa voix est venue, plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Il disait qu'elle sonnerait tant que la ferme aurait une âme. Elle regardait la cloche, pas moi, comme si elle parlait à un fantôme. J'ai laissé tomber le chiffon. J'ai regardé les collines, les mêmes qu'elle observait chaque soir. Mon père, il connaissait bien le café. Mais les chiffres, c'était autre chose, ai-je dit, les mots sortant tout seuls, un écho de ma propre histoire. C'était la première fois que je parlais de ça. Pas seulement à elle, mais à voix haute. Elle a tourné la tête et m'a regardé, vraiment regardé. Le mur de fatigue et de fierté dans ses yeux s'est fissuré un instant. Il n'y avait plus la patronne et l'employé, juste deux personnes qui comprenaient le poids de la terre et de la dette. Elle a hoché la tête. Un mouvement lent et délibéré avant de continuer son chemin vers l'abreuvoir. Notre routine a changé après ça. Parfois, elle apportait 2 assiettes pour le déjeuner et s'asseyait avec moi sur le porche. Nous mangions en silence, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un espace partagé. J'ai remarqué que le fauteuil à bascule dans lequel elle s'asseyait grinçait toujours au même endroit. Un après-midi, pendant qu'elle était au champ, j'ai mis une goutte d'huile sur le mécanisme. Le soir, elle s'est assise dans le fauteuil. Il s'est balancé sans un bruit. Elle n'a pas dit merci. Elle a juste levé sa tasse de café dans ma direction, un minuscule sourire flottant sur ses lèvres pendant 1 seconde avant de disparaître. C'était plus qu'assez. C'était un langage que nous commencions à peine à apprendre. Une soirée, après une averse soudaine, l'air était frais et sentait la terre mouillée. Nous étions sur le porche, à regarder les dernières gouttes tomber des feuilles des manguiers. J'étais adossé à un poteau, les mains dans les poches. Le travail de la journée était terminé, et un calme rare s'était installé sur la ferme. Elle était assise dans le fauteuil à bascule silencieux. Lentement, elle a tendu la main et a posé ses doigts sur le dos de la mienne, là où elle reposait sur le poteau. Le contact a duré à peine 2 secondes. C'était un geste simple, un point d'ancrage dans le crépuscule. Je n'ai pas bougé. J'ai juste senti la chaleur de sa main calleuse, et j'ai continué à respirer. Puis, 1 semaine plus tard, le facteur est revenu. Il a laissé une autre de ses enveloppes à fenêtre. Je l'ai vu depuis la grange, où j'aiguisais une lame de hache. Cette fois, Elena n'a pas attendu. Elle a marché jusqu'à la boîte aux lettres, a déchiré l'enveloppe et a lu la lettre, debout au milieu du chemin de terre. La pierre a aiguisé ses tus dans ma main. J'ai regardé son dos droit, sa silhouette solitaire face à l'immensité des champs. J'ai vu ses épaules s'affaisser, un mouvement presque imperceptible, comme si un poids invisible venait de s'abattre sur elle. Elle a plié le papier avec un soin méticuleux, l'a mis dans sa poche et s'est dirigée vers la maison. Ses pas étaient lents, le calme était terminé. Le silence qui a suivi la lecture de cette lettre était différent. Il n'était pas apaisant, comme celui du petit matin. C'était un silence lourd, tendu. Pendant 2 jours, Elena a travaillé avec une énergie féroce et désespérée. Ses gestes étaient brusques. Elle serrait les manches des outils, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je réparais une charnière sur la porte de la grange, et je l'ai surprise en train de regarder le vide, la main posée sur un poteau de clôture, immobile pendant 1 minute entière avant de secouer la tête et de repartir. Le soir du 2e jour, elle m'a trouvé sur le porche. Je nettoyais la boue de mes bottes avec un couteau. Le ciel était bas, couleur d'ardoise. Elle s'est arrêtée devant moi, son ombre s'étirant sur les planches de bois usées. Dans sa main, elle tenait une petite enveloppe blanche pliée en 2. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Son regard était fixé sur un point au-dessus de mon épaule, vers les collines qui disparaissaient dans la pénombre. Le travail est terminé, Léo. Sa voix était plate, sans aucune inflexion. Elle a tendu l'enveloppe. C'est tout ce que je peux te donner. Tu devrais partir demain matin, à la première sœur. Elle a posé l'enveloppe sur la balustrade entre nous. Le papier blanc semblait presque lumineux dans la lumière déclinante. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, un geste que je n'avais pas vu depuis les premiers jours. Je n'ai pas bougé. Mes mains ont cessé de gratter ma botte. Le couteau est resté immobile. J'ai regardé l'enveloppe, puis son visage fermé. J'ai secoué la tête. Un mouvement lent. Je ne vais nulle part. Les mots sont sortis plus bas et plus fermes que je ne le pensais. J'ai repris le nettoyage de ma botte, le bruit de la lame raclant le cuir remplissant le silence pesant qui s'était installé. Une lueur de colère a traversé ses yeux. Ne sois pas stupide. Il n'y a plus rien ici, rien à sauver. La banque va tout prendre. Elle a fait un pas vers moi. Prends cet argent et va-t'en. Pourquoi tu t'obstines ? Il n'y a pas d'avenir ici.
Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes calleuses. Puis, le mur qu'elle avait construit s'est effondré. Sa mâchoire s'est crispée, ses épaules ont commencé à trembler. Elle a porté ses mains à son visage, comme pour retenir quelque chose à l'intérieur, mais un sanglot rauque lui a échappé. Elle s'est détournée, le dos voûté, se tenant à un poteau du porche pour ne pas tomber. Chaque secousse de son corps semblait lui coûter une force qu'elle n'avait plus. À travers ses doigts, sa voix est sortie, brisée, à peine un murmure étouffé par les larmes. Tous les autres sont partis. Quand Marc est mort, quand l'argent a commencé à manquer, tout le monde est parti. Elle a relevé la tête et son regard a enfin croisé le mien. Les larmes coulaient sur ses joues sales de poussière. « Tu es le premier à être resté. » Je suis resté là, le couteau toujours dans ma main. Je n'ai pas fait un pas vers elle. Je n'ai pas offert de mots réconfortants. J'ai juste soutenu son regard. J'ai lentement fermé la lame du couteau et l'ai glissé dans ma poche. Ma présence, mon immobilité, c'était la seule réponse que je pouvais donner. C'était la seule chose qui soit vraie. Quand ses sanglots se sont calmés, se transformant en un silence épuisé, je me suis approché. Je n'ai pas pris sa main. J'ai pris l'enveloppe blanche sur la balustrade. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas regardée. Je l'ai simplement tenue 1 seconde, puis je l'ai posée sur la petite table à côté du fauteuil à bascule. Le geste disait que la discussion était terminée. La nuit est tombée complètement. Les premières gouttes de pluie ont commencé à teinter sur le toit en tôle. Helena était assise sur les marches, le visage caché dans ses genoux. Je suis resté debout, adossé au poteau, à regarder la pluie laver la poussière du chemin. La ferme était silencieuse, blessée, mais elle n'était plus seule. Le combat n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. La pluie a commencé comme ça, sans prévenir. D'abord quelques gouttes éparses qui faisaient des taches sombres sur la terre sèche du chemin, puis un rideau gris et régulier. Je suis resté sur le porche, adossé à un des poteaux en bois dont la peinture s'écaillait, et j'ai attendu. Je ne savais pas quoi, mais je savais que je devais attendre. J'ai essuyé la graisse de mes mains sur mon jean, un geste lent et répété, juste pour occuper mes doigts. La porte a grincé et elle est ressortie. Son visage était un masque dur, mais ses yeux étaient trop brillants. Dans sa main, elle tenait une petite enveloppe blanche, la même que je lui avais vue prendre dans un tiroir de la cuisine. Elle l'a serrée si fort que ses jointures étaient en blanche. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi, le bruit de la pluie sur le toit en tôle remplissant le silence entre nous. « Tu dois partir. » Sa voix était rauque, à peine un murmure. Elle a fait un pas en avant et a posé l'enveloppe sur la balustrade juste à côté de ma main. « C'est tout ce que j'ai. Prends-le et va-t'en. Il n'y a plus de travail ici. » Je n'ai pas regardé l'enveloppe. J'ai sorti mon couteau de ma poche et j'ai commencé à gratter un morceau de boue séché sur le talon de ma botte. Le bruit de la lame sur le cuir était la seule réponse. « Tu n'écoutes pas. C'est fini. » Elle a fait un geste large, englobant les champs sombres, la grange silencieuse. « Tu es jeune. Ne reste pas ici pour regarder tout ça couler. Cette terre n'est pas ton combat. » Sa voix s'est brisée. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, un rempart fragile contre le monde qui s'effondrait. Je pouvais voir le tremblement de ses mains. J'ai arrêté de nettoyer ma botte. J'ai lentement refermé la lame et j'ai levé les yeux vers elle. Mon père disait toujours qu'il y a 2 types de combats, ceux qu'on choisit et ceux qui nous choisissent. J'ai remis le couteau dans ma poche. J'ai déjà vu une ferme mourir, je ne le regarderai pas arriver une 2e fois. Mon regard n'a pas quitté le sien, c'est ça qui l'a brisé. Pas la pitié, pas la colère, mais le reflet de sa propre douleur dans mes yeux. Son visage s'est crispé, un son rauque est sorti de sa gorge, et elle a porté ses mains à sa bouche pour l'étouffer. Elle s'est détournée brusquement, s'agrippant au poteau du porche comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Son dos était secoué de sanglots silencieux et violents. Ses mots sont sortis, étouffés, entre les secousses de ses épaules. Quand Marc est mort, l'argent, ils sont tous partis. Les voisins, les ouvriers, un par un. Personne ne veut s'attacher à une cause perdue. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, laissant une traînée de boue sur sa joue. Elle s'est retournée, son visage dévasté par le chagrin. Puis elle l'a dit, et sa voix était si basse que j'ai failli ne pas l'entendre par-dessus la pluie. « Tu es le premier à être resté. » Les mots flottaient entre nous, lourds de toutes les années de solitude qu'ils contenaient. Un oiseau a crié au loin, un son plaintif qui s'est perdu dans le bruit de l'averse. Je n'ai pas bougé tout de suite, je lui ai laissé ce moment. Puis, lentement, je me suis approché de la balustrade. J'ai pris l'enveloppe blanche. Le papier était déjà un peu humide à cause de l'air. Ses yeux ont suivi mon mouvement, une lueur de défaite en eux. Elle pensait que j'allais partir.
Je n'ai pas mis l'enveloppe dans ma poche. Je l'ai juste tenue une seconde. Je me suis retourné et je l'ai posée sur la petite table en bois à côté du fauteuil à bascule. Le geste était simple, mais il était final. Le son du papier se posant sur le bois était à peine audible, mais pour nous, il a résonné plus fort qu'un coup de tonnerre. C'était une promesse. C'était ma réponse. Je suis revenu m'appuyer contre mon poteau. La pluie redoublait d'intensité, lavant la poussière de la cour. Elena a fini par se calmer. Elle a repoussé une mèche de cheveux mouillés de son front, son souffle encore tremblant. Elle ne me regardait pas, mais elle était consciente de ma présence. Nous étions deux silhouettes immobiles sur ce porche, à écouter la tempête, unies par un désastre partagé. Mon regard s'est porté vers l'entrée de la ferme, où la vieille cloche de bétail pendait, sombre et silencieuse sous la pluie. J'ai fait un signe de tête dans sa direction. On la fera sonner à nouveau. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Une ancre jetée dans un avenir incertain. C'était la seule chose que je pouvais lui offrir. Elle a suivi mon regard. Elle a regardé la cloche pendant un long moment, l'objet qui représentait tout ce qu'elle avait perdu et tout ce pourquoi elle se battait. Puis, ses yeux sont revenus sur moi. Il n'y avait plus de larmes, juste un épuisement infini et une minuscule étincelle. Elle a hoché la tête, un mouvement lent, presque imperceptible. C'était assez. Je suis resté là, alors que la nuit tombait complètement, le rythme de la pluie devenant le nouveau silence entre nous. La ferme était peut-être en train de mourir, mais cette nuit-là, sur ce porche, quelque chose d'autre venait de naître. Demain, la banque serait toujours là, la dette aussi, mais nous serions deux pour y faire face. Demain, nous commencerions à nous battre ensemble. 6 mois ont passé depuis cette nuit de pluie sur le porche. Nous avons obtenu un sursis de la banque, un répit fragile gagné à force de chiffres et de promesses. Je ne dors plus dans la dépendance. La maison principale est devenue mon refuge. L'odeur du café d'Elena mon réveil. Ce matin, je me suis levé avant l'aube et je l'ai trouvée près de l'enclos, le dos droit, une tasse fumante entre ses mains. Elle m'a tendu la mienne sans un mot. C'est notre nouvelle normalité. Le travail est toujours aussi dur, mais nous ne sommes plus seuls. Nous réparons le toit de la grange, côte à côte sur l'échelle. Je lui passe les clous, elle les enfonce d'un coup sec et précis. Ses mouvements sont sûrs, les miens aussi. Nous ne parlons presque pas, nos gestes synchronisés par des mois de labeur partagé. Il n'y a plus de patronne ni d'employés, juste 2 paires de mains qui se battent pour la même terre, pour chaque poteau de clôture, pour chaque botte de foin. Parfois, je la surprends à regarder l'horizon, son pouce frottant le manche usé de la vieille houe de son mari. Le geste est le même, mais son visage a changé. Les lignes de fatigue sont toujours là, mais elles ne sont plus des marques de défaite. En nettoyant une selle dans la grange, je repense au garçon que j'étais en arrivant, celui qui fuyait la perte de la ferme de son père. Je passe le chiffon sur le cuir, encore et encore, sentant le poids de ce que nous construisons ici. Les repas ne se prennent plus en silence sur le porche. Nous nous asseyons à la grande table en bois de la cuisine. Ce soir, il y a de la soupe de maïs et du pain fait maison. La lumière de la lampe à pétrole jette des ombres dansantes sur ses mains calleuses, alors qu'elle coupe une tranche de pain pour moi. Le seul son est celui de nos cuillères contre la faïence. C'est un silence plein, un silence qui n'a pas besoin de mots pour exister, nourri par la chaleur du four et la journée de travail derrière nous. Un après-midi, en vérifiant les clôtures près du ruisseau, je m'arrête. C'est là que nous avions lutté dans la boue pour sauver le bétail pendant l'orage. Je ramasse une pierre plate et la fais ricocher sur l'eau. Elena s'approche et s'arrête à côté de moi, regardant l'eau couler tranquillement. « Il a bien grandi, ce veau », dit-elle doucement. Je hoche la tête. Le souvenir de cette nuit n'est plus une cicatrice, mais une fondation, une pierre sur laquelle nous avons commencé à bâtir. Un samedi, nous avons sorti la vieille cloche en laiton de l'entrée. Elle était couverte de verre de gris. Nous nous sommes assis sur les marches du porche avec des chiffons et du produit à polir. Pendant 1 heure, nous avons frotté le métal, en silence. Lentement, sous nos doigts, la crasse a laissé place à un éclat doré et chaud. J'ai vu mon reflet déformé dans la surface polie, et à côté, le sien. Nos mains étaient un peu noires de saleté, mais la cloche, elle, semblait neuve, comme si elle attendait de respirer à nouveau. Nous l'avons raccrochée à son poteau, le laiton brillant sous le soleil de l'après-midi. Le cuir de la lanière était neuf, je l'avais tressé la veille. Elena a reculé d'un pas, ses yeux fixés sur la cloche. J'ai tendu la main, et j'ai poussé doucement le battant. Un son clair et profond a résonné dans la vallée, un son que la ferme n'avait pas entendu depuis des années. Il a vibré dans l'air, une promesse tenue. Nous sommes restés là, épaule contre épaule, à l'écouter s'évanouir. Le soir tombe maintenant sur la fazenda Point Sereno. Nous sommes sur le porche, assis dans les fauteuils à bascule. Le mien ne grince plus. Au loin, la cloche attrape le dernier rayon de soleil.
La dette est toujours là, le travail de demain sera aussi dur que celui d'aujourd'hui. Mais elle est là, et je suis là. Elle tourne la tête, et son regard croise le mien. Il n'y a rien à dire. Le cri d'un oiseau nocturne déchire le silence. Il n'y a nulle part ailleurs où aller.